Il y a maintenant 2 ans, presque toute l'Asie a sombré dans la crise financière, qui est devenue ensuite économique et qui est maintenant sociale. Or, j'ai là, entre les mains, un rapport de la Banque mondiale qui s'appelle le miracle asiatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je vous propose de faire un retour en arrière pour comprendre tout d'abord les mécanismes d'un tel miracle, puis la semaine prochaine, les mécanismes de cette crise majeure qui est loin d'être terminée et qui ne fut d'ailleurs nullement anticipée. Voici l'Asie orientale. Dans l'espace, le miracle asiatique a concerné une bonne part de l'Asie, du Japon à l'est à la Thaïlande à l'ouest. Dans le temps, le miracle tient aussi au fait que les choses ont été très vite. En 1960, les pays d'Asie représentaient au total environ 5% du PIB mondial. En 1996, juste à la veille de la crise financière, ils pesaient 27% du PIB mondial. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde était devenu riche, ni que la redistribution de la richesse produite y était satisfaisante. Non, cela veut dire que plusieurs pays de la région avaient rompu le cercle vicieux du sous-développement et avaient trouvé une recette vers la croissance. Alors essayons de comprendre comment a fonctionné le miracle asiatique en reprenant l'allégorie japonaise dite du vol d'oie sauvage. Postulat de départ, la fréquente absence de matières premières dans la région de l'Asie interdit tout repli sur soi et conduit à un développement extraverti, c'est-à-dire impose une ouverture au commerce international. Cela favorise une stratégie d'industrialisation par les exportations, et ce en 3 phases. D'abord, les pays importent les produits manufacturés pour répondre à une demande intérieure naissante. Ces mêmes produits sont fabriqués ensuite sur place pour limiter les importations, en bénéficiant souvent des transferts de technologie qui sont consentis par les Européens ou les Américains. Ensuite, fabriqués sur place, ils sont réexportés, ces produits, moins chers, vers les pays industriels. Alors le Japon, le premier, se dote de cette manière d'une panoplie industrielle complète, textile, automobile, électronique, informatique, et il devient, vers la fin des années 60, un grand de l'économie mondiale. Et à ce titre, il est le tout premier, économiquement, en Asie. Le Japon ensuite est suivi, dans les années 70, par ce qu'on a appelé les 4 dragons. Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan. Ces 4 dragons, en accueillant des usines japonaises, ont pris le relais de la production, ils se hissent eux aussi vers de forts taux de croissance et sont entraînés dans la spirale vertueuse. Puis le relais est pris dans les années 80 par les tigres, c'est-à-dire Thaïlande, Malaisie, Indonésie, qui occupent un créneau tel que textile, confection, cuir, petite mécanique, électronique. Dans cette décennie survient aussi la Chine, surtout la Chine côtière, qui arrive à temps pour tirer profit de la réforme économique lancée par Deng Xiaoping en 1977. Enfin, dans les années 90, vient le Vietnam et, à un degré moindre, les Philippines. En 1996, c'est-à-dire juste à la veille de la crise financière, la plupart de ces pays connaissent des taux de croissance très élevés, avec en moyenne, si on prend les chiffres de la Banque mondiale, 10% en Chine, 9% en Thaïlande, 8,5% en Malaisie, 8,3% en Corée du Sud, 8% en Indonésie, 7% au Vietnam et 6,6% à Taïwan. Alors je vous rappelle tout de même qu'en Europe, nous sommes pendant ces mêmes années en moyenne entre 0,5 et au mieux 3% de taux de croissance. Alors plusieurs facteurs combinés ont favorisé cette croissance en Asie. D'abord la main-d'œuvre. Les salaires sont bas, la main-d'œuvre au départ est peu formée, il y a peu de charges sociales et patronales, le coût de l'emploi est donc peu élevé. Donc, les coûts de production sont réduits. Mais une bonne diffusion de l'éducation va assurer la formation et la maîtrise des nouvelles technologies. Ensuite, la valeur des monnaies de ces pays est légèrement surévaluée, ce qui réduit le coût des produits à importer qui sont nécessaires à la production. Et comme les monnaies de ces pays sont indexées sur le dollar, elles ne subissent pas les fluctuations de la monnaie des États-Unis. L'épargne, privée ou publique, est dirigée vers les investissements productifs. Parfois, elle est même prélevée avant salaire, elle est mobilisée parfois sous la contrainte de l'État, et cela désigne d'ailleurs souvent un État dirigiste,
comme avant les démocratisations de la Corée et de Taïwan à partir de 1985. Alors tous ces avantages, la monnaie, la main-d'œuvre, une épargne mobilisable, aident logiquement à la croissance de la production d'abord, des exportations ensuite, donc du PNB. C'est ce cercle vertueux que la Banque mondiale a appelé le miracle asiatique. Cette croissance stimule la demande intérieure, l'individu dispose d'un pouvoir d'achat augmenté et se découvre subitement le besoin de s'équiper en frigo, mobilette, médicaments, la collectivité réclame des routes et des hôpitaux, et aussi la demande extérieure, puisque les produits asiatiques sont très compétitifs, et c'est notamment pour cela qu'ils sont importés largement par les États-Unis et par l'Europe dans les années 80. Et comme la demande intérieure comme extérieure est forte, il faut accroître la production. Donc, on augmente les importations de matières premières et l'énergie nécessaire à cette production. Or, ces importations, cette énergie, il faut les financer. Et comme le schéma de croissance inspire confiance, marchés, banques, investisseurs, les banques asiatiques obtiennent sans difficulté des crédits sur les places financières internationales pour financer les entreprises locales. C'est pour cela qu'un très grand nombre de prêts ont été consentis au début des années 90, des crédits privés à court terme et à faible taux d'intérêt. Viennent aussi les investissements, car ces faibles coûts de production attirent les entreprises américaines ou européennes qui viennent se délocaliser là et pas ailleurs. Alors si on résume maintenant ce schéma, on a donc des bas salaires, de faibles coûts de production, des monnaies un peu surévaluées, tout cela contribue à une croissance soutenue. La croissance facilite l'accès au crédit et attire l'investissement. L'investissement permet de financer l'augmentation de la production, qui reste bon marché, grâce à une main-d'œuvre peu coûteuse et grâce à la stabilité du dollar. Voilà, la boucle est bouclée. Alors ce qui a été miraculeux, ce fut bien sûr la rapidité, mais aussi le fait que toute une région a été concernée, à l'exception du Laos, du Cambodge et de la Birmanie. Le bon instrument de mesure de ce miracle, c'est cette croissance du PIB par tête, la plus rapide dans le monde, entre 1960 et 1985. Cette croissance est appuyée sur une stratégie intelligente de développement, laissant fonctionner en même temps le marché, l'État et les cultures nationales. Cette croissance asiatique a en effet un côté modèle, car elle semblait combiner le dynamisme de l'économie de marché avec les avantages d'une planification plus ou moins centralisée. Alors évidemment, un tel miracle colle très bien au credo libéral des grandes institutions américaines et internationales, Banque mondiale, FMI, etc. Et si cette recette pour le décollage économique a bien fonctionné, la crise qui survient en 1997 casse les certitudes libérales d'au moins deux manières. D'abord parce que personne à peu près n'avait vu venir la crise, la chute. Ensuite, parce qu'il est clair qu'il manque au moins deux ingrédients à cette recette miracle. D'abord, il faut une meilleure redistribution des richesses produites au sein des économies des pays émergents. Et puis, il faut plus largement une régulation du système financier et monétaire international. Bien, alors maintenant que vous avez compris la spirale vertueuse de ce miracle asiatique, la semaine prochaine, j'essaierai d'expliquer l'inverse, la spirale vicieuse, en prenant au départ cette crise de confiance qui démarre en Thaïlande en 1997. En effet, comment est-on passé de la confiance à la défiance ? Voici aujourd'hui le deuxième volet que je consacre à expliquer la crise que connaît l'Asie. La semaine dernière, j'ai démonté la spirale vertueuse du miracle asiatique. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer pourquoi la crise financière s'est installée dans presque toute la région et avec une étonnante rapidité. Alors essayons de repasser le film au ralenti pour bien comprendre et décrire les conséquences que connaissent aujourd'hui ces pays d'Asie. Comment les choses ont-elles démarré ? Au printemps 1997, plusieurs spéculateurs estiment que les cotations des titres thaïlandais sont trop élevées par rapport à leur valeur réelle. Ils décident de revendre ces titres
avant que leur valeur ne baisse sur le marché. La crise démarre donc en Thaïlande. Au départ, c'est une crise de confiance et elle va s'étendre comme une traînée de poudre. Les détenteurs de valeurs en baht décident de les convertir en dollars et ce mouvement de sauve-qui-peut général va brutalement dévaluer l'économie thaïlandaise sur les places financières. Pour défendre sa monnaie, la Banque centrale de Thaïlande puise dans ses réserves en devises pour acheter des bahts. Le calcul, là, c'est d'accroître la demande en bahts pour soutenir sa valeur face au dollar. Mais les attaques contre le baht se poursuivent, les caisses de la Banque centrale se vident, et le gouvernement thaïlandais décide en juillet 1997 de ne plus intervenir, c'est-à-dire de laisser flotter la monnaie. Désormais, c'est le marché qui devra fixer la valeur du baht. Or, cette flottaison de la monnaie thaïlandaise provoque une chute vertigineuse de la valeur du baht, qui perd en quelques semaines plus de 50% de sa valeur par rapport au dollar. C'est à ce moment-là que les bailleurs de fonds, avant de consentir de nouveaux prêts pour aider la Thaïlande, examinent l'économie du pays et ils découvrent la mauvaise santé du système financier. Un grand nombre d'institutions financières et de banques thaïlandaises sont quasiment en faillite pour avoir consenti plus de prêts qu'elles ne pouvaient en garantir. Alors pourquoi est-ce que la crise en Thaïlande va s'étendre à l'Asie? Parce qu'on constate que la situation est la même en Indonésie, en Malaisie et dans une certaine mesure en Corée du Sud. Et les investisseurs vont se retirer des marchés asiatiques. Ce sont alors presque toutes les monnaies d'Asie qui sont attaquées au moment où les institutions financières se retrouvent en difficulté. Les réserves en devises des banques centrales sont au plus bas, la dette extérieure devient beaucoup plus importante qu'elle n'était puisqu'elle est contractée en dollars, et les prêteurs internationaux refusent de consentir de nouveaux crédits. Les pays asiatiques vont donc se heurter à un grave manque de liquidité au moment même où un grand nombre de dettes arrivent à échéance. C'est là où la crise financière devient alors crise économique et que se forme le cercle vicieux. Comme la monnaie est faible, les revenus des exportations stagnent et le prix des importations augmente, ce qui accroît d'autant le coût de la production, donc les balances commerciales deviennent déficitaires. Ensuite, les entreprises ne peuvent plus emprunter pour financer les importations qui sont indispensables à leur production. Les entreprises deviennent alors en panne et cette panne de production entraîne un ralentissement des exportations. Donc, baisse de la croissance économique, mais aussi des revenus. Et ce sont ces revenus qui permettraient précisément d'emprunter et de rembourser ou commencer à rembourser les dettes arrivées à échéance. Car c'est bien par là que se regagnerait la confiance perdue. Eh bien, cette fois, la boucle est bouclée. Vous voyez comment on passe d'un miracle asiatique à une crise financière qui devient économique par un effet de panique, un espèce de basculement de la psychologie des investisseurs et des spéculateurs, et tout cela en quelques semaines. Tout cela a évidemment des conséquences majeures sur la vie des gens sur place. D'abord, la diminution de la production entraîne des dégraissages massifs dans les entreprises. En 1996, la Thaïlande connaissait une situation de plein emploi. Fin 1998, selon le Bureau international du travail, son taux de chômage serait situé autour de 6%. En Corée, le taux de chômage est passé de 2,3 en février 1997 à 8,3 fin 1998. En Indonésie, le taux de chômage passe de 5% en 1997 à 21% en 1998. Or, la plupart de ces pays ne prévoient pas de protection sociale, pas d'indemnité en cas de licenciement, ni d'assurance chômage, ni d'assurance maladie. Pour aider la Corée, la Thaïlande ou l'Indonésie, qui sont particulièrement touchés par cette crise, le FMI prête plusieurs dizaines de milliards de dollars qui sont destinés à renflouer aussi bien les caisses de l'État que celles des banques bloquées par l'endettement. Mais bien sûr, le FMI pose des conditions pour ce prêt, à savoir réduction des déficits publics et arrêt des subventions d'État. Or, l'État subventionnait les prix des carburants et de l'électricité en Thaïlande, ou bien le riz, l'huile, le sucre en Indonésie. Et cette mesure a un impact immédiat sur les gens. Imaginez qu'on vous annonce que dans 4 jours, le litre d'essence passe à 12 francs, celui de la baguette à 8 francs, celui du litre de lait à 25 francs. Qu'est-ce qui se passerait juste en France ou en Allemagne?
Alors tout cela va entraîner toute une chaîne de conséquences. Hausse des prix, plus chômage, égale baisse du niveau de vie, c'est-à-dire que beaucoup de gens passent ou repassent sous le seuil de pauvreté. Or, en 20 ans, on est passé d'une société rurale à une société urbanisée. Et ces villes ont cassé les réseaux de solidarité familiale qui existaient auparavant dans les villages. Face à cette situation nouvelle, la réponse est classique. La Malaisie et la Thaïlande renvoient les travailleurs immigrés clandestins dans leur pays, soit pour la Thaïlande environ 1 million de Birmans et 1,5 million d'Indonésiens en Malaisie. Cette décision peut sembler logique, or elle engendre d'autres problèmes. Les Thaïs ou les Malais refusent de travailler dans les mêmes conditions que ces main-d'œuvre immigrées bon marché, donc pas de substitution possible pour les entreprises, ça ne résout pas la question du chômage des nationaux. Ensuite, il y a report du problème sur les pays voisins. La Birmanie et l'Indonésie sont des pays fragiles, touchés par la crise, et incapables d'absorber en plus ces migrants rapatriés. Ces populations renvoyées resteront tentées de repasser la frontière clandestinement pour trouver un emploi, même mal rémunéré. Tout cela risque de stimuler des trafics quasi mafieux d'immigration clandestine sur les zones de frontières entre Thaïlande et Birmanie, pour ne prendre que ces deux pays. Alors cette nouvelle situation en Asie, qui a de multiples facettes, crée des tensions nombreuses. Des tensions sociales, avec par exemple des affrontements religieux en Malaisie, ou bien des heurts interethniques en Indonésie. Les tensions sont politiques aussi. En Malaisie, le Premier ministre Mahathir n'inspire plus confiance, et en Indonésie, Suharto a été poussé hors du pouvoir. Alors on comprend bien avec l'ensemble de ce raisonnement qu'il s'agit ici de conséquences durables qui touchent au niveau de développement humain de ces pays. Rappelons que dans la plupart de ces pays, la santé est payante, donc avec les hausses de prix, soins et médicaments sont devenus trop chers, et puis même chose pour l'éducation. On observe en Thaïlande ou en Indonésie une baisse de fréquentation des écoles, car les familles ne peuvent plus assurer les frais de scolarité. Alors maintenant, quelle prospective peut-on faire ? D'abord, on ne peut pas dire qu'il y a échec complet du modèle asiatique. Les acquis de ce miracle demeurent. Augmentation de l'espérance de vie, amélioration de la nutrition, de l'hygiène, de l'alphabétisation. Et la région connaît déjà des premiers signes de redressement en 1999. Mais il y a eu tout de même rupture du contrat sociopolitique entre certains de ces régimes et leur population. Alors qu'est-ce que ça signifie au juste ? Ça signifie qu'il existait dans la plupart de ces pays une espèce de contrat tacite entre les pouvoirs en place et les populations. Celles-ci bénéficiaient de l'augmentation de leurs revenus, d'un développement accéléré du pays, en acceptant de vivre dans un État non démocratique ou peu démocratique. Autrement dit, c'est la croissance qui assurait la paix sociale. À partir du moment où la croissance n'est plus assurée, où les revenus s'effondrent, où l'on découvre que les gens qui détenaient les pouvoirs politiques et économiques pratiquaient népotisme, clientélisme, corruption, le contrat est forcément rompu. Cela met en outre un terme au discours sur les valeurs asiatiques, qui n'était qu'une légitimation pour ces régimes autoritaires qui voulaient assurer leur longévité au pouvoir sans y avoir été élus. Donc à suivre maintenant quels dirigeants et quel contrat social pour ces pays dans les décennies qui viennent.